19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. Guerre au Moyen-Orient, les frappes conjointes américano-sionistes font au moins 1900 victimes en Iran. L'Iran qui entre dans son deuxième mois de guerre entre tensions internationales, population sous pression et paralysie de toute route maritime. Les conséquences de cette guerre pourraient redessiner l'équilibre politique et économique du Moyen-Orient. Agression sioniste contre le Liban, 6 martyrs libanais victimes d'un bombardement sioniste inhumé ce samedi. L'entité sioniste qui poursuit également son génocide à Gaza. Le bilan des victimes s'alourdit et atteint les 72 268 martyrs. Et puis nous ferons un tour du côté du Centre international des conférences Abdelatif Rahal à Alger où s'est ouvert le Global Africa Tech 2026. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a souligné que l'Algérie, de par sa position économique et géostratégique influente sur le continent africain, est prête à jouer un rôle d'acteur et de pôle d'excellence dans le renforcement de la souveraineté numérique africaine. Bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Si vous venez de nous rejoindre, on entame cette édition avec la guerre au Moyen-Orient. Plusieurs explosions ont été entendues ce samedi dans différents quartiers de Téhéran. L'agence de presse iranienne Fars a indiqué qu'au moins 4 endroits de la capitale iranienne avaient été ciblés. Ces frappes aériennes continues interviennent alors que l'entité sioniste a menacé d'intensifier et d'étendre sa campagne contre Téhéran. Elle a également attaqué les installations nucléaires iraniennes vendredi. Le président américain Donald Trump a de nouveau prolongé jeudi l'ultimatum qu'il s'était lui-même fixé pour que Téhéran rouvre le détroit d'Ormuz. Le porte-parole de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien a déclaré vendredi qu'il était temps pour l'Iran de se retirer du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, car c'était donc un danger. Il n'a pas réussi à protéger les installations nucléaires iraniennes des attaques américaines et sionistes en cours. Dans un message publié sur la plateforme des médias sociaux X, il a également déclaré qu'il n'y avait aucun avantage pour l'Iran à rester membre de cet accord. Il a également affirmé que l'Iran n'avait aucune intention de développer des armes nucléaires et que cette politique n'avait pas changé. L'escalade du conflit en Iran prend une tournure humanitaire dramatique. Ce samedi, le chef du Croissant Rouge iranien a dressé un bilan alarmant des récentes frappes américano-sionistes. Rien que depuis vendredi soir, 80 zones résidentielles ont été lourdement bombardées. Le bilan sur les infrastructures éducatives est tout aussi dévastateur, avec plus de 600 écoles endommagées ou réduites en cendres. Depuis le début des hostilités, la capitale n'est pas épargnée. À Téhéran, un centre de service après-vente automobile a été directement pris pour cible. Le directeur de l'établissement a déploré la mort d'un employé et fait état de 27 blessés au sein de son équipe. Sur le plan matériel, l'attaque a laissé derrière elle un spectacle de désolation avec 70 véhicules de clients totalement carbonisés. Depuis hier soir, le régime sioniste et américain a bombardé 80 zones résidentielles où vivaient des gens. Nos écoles, 600 écoles, ont été endommagées ou détruites jusqu'à présent. On compte 200 martyrs de moins de 5 ans et entre 400 et 500 femmes. Ce sont des civils comme vous pouvez le constater. Hier, à Shahrei, j'ai vu une femme avec son enfant dans les bras. Tous deux ont été tués, l'enfant encore dans ses bras. À Qom, je suis allée dans un quartier résidentiel entièrement détruit. Une famille entière y gisait. Il était clair qu'ils étaient encore réveillés tard dans la nuit lorsqu'ils ont été pris pour cible, vaquant à leurs occupations habituelles. Le régime sioniste et américain abject prétend frapper des zones militaires. Voyez comme c'est un mensonge éhonté. Il existe de nombreux exemples comme celui-ci. Depuis le début de cette invasion brutale, 93 233 sites civils ont été endommagés, dont 71 000 logements et 20 779 commerces.
Les frappes conjointes américano-sionistes ont tué plus de 1900 Iraniens, dont des femmes et des enfants, et fait au moins 20 000 blessés. C'est ce qu'a déclaré Maria Martinez, chef de la délégation de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en Iran. En date de vendredi, 17 centres du Croissant-Rouge ont été touchés, près de 100 ambulances endommagées ou détruites et environ 289 établissements pharmaceutiques, médicaux et de santé affectés. La province de Téhéran est la plus touchée, avec plus de 50 sites du patrimoine culturel endommagés, dont des monuments célèbres comme le palais du Golestan ou encore le palais de Sadabad. Et la nuit dernière, un immeuble d'habitation situé à Sharjah, au sud de Téhéran, a été la cible de frappes de missiles américano-sionistes. Selon un premier bilan, l'attaque a coûté la vie à au moins 10 personnes. Le président du Croissant-Rouge iranien a fermement dénoncé cette opération, précisant que la cible était exclusivement composée de civils. Sur place, l'émotion est vive. Les habitants du quartier, profondément sous le choc, ont exprimé leur immense tristesse face à ce bombardement survenu au cœur d'une zone résidentielle. Il s'agit d'une maison d'habitation, ce n'est pas un centre militaire. C'est une zone entièrement résidentielle. De nombreux civils sont piégés sous les décombres. L'accès à certains étages étant difficile, les équipes utilisent des engins de chantier pour dégager les débris. Des corps d'habitants sont coincés entre deux demi-étages. 2 étages du bâtiment qui se sont effondrés sur eux et leurs corps sont bloqués entre les 2 niveaux. Au début, nous pensions qu'ils avaient touché le poste de police. Une fois la route dégagée, nous sommes venus ici. Ils ont dit avoir touché la maison de Dabir. Mais à notre arrivée, nous avons constaté qu'elle était intacte. À ceux qui prétendent défendre les civils, écoutez, vous avez touché des civils. Ce n'est pas un bâtiment militaire. Des civils se trouvaient à l'intérieur, évacués à leurs occupations lorsqu'ils ont été tués. Ce n'est pas un commissariat de police. Il n'y a pas non plus de bâtiment militaire à proximité. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux ce samedi montre des débris et des dégâts sur le campus de l'université iranienne des sciences et américano-sioniste. La vidéo montre des bâtiments endommagés avec des étincelles et de la fumée qui s'élèvent des lieux, tandis qu'une personne utilise un projecteur pour inspecter les dégâts. Vendredi, Volker Türk, haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, a exhorté Washington à rendre des comptes après le bombardement d'une école primaire iranienne. La résolution des différends internationaux ne saurait passer par le sacrifice d'écoliers, c'est ce qu'a déclaré le chef des droits de l'homme de l'ONU. Ce dernier a pointé du doigt une dégradation alarmante de la situation, dénonçant le ciblage des quartiers résidentiels et le caractère irréfléchi des offensives américano-sionistes contre les installations nucléaires du pays. Il incombe aux auteurs de l'attaque de mener une enquête rapide, impartiale, transparente et approfondie afin d'établir les faits et de jeter les bases de la responsabilisation. De hauts responsables américains ont déclaré que la frappe faisait l'objet d'une enquête. J'appelle à ce que ce processus soit mené à son terme au plus vite et que ses conclusions soient rendues publiques. Justice doit être faite pour le terrible préjudice subi. Et cela fait donc un mois que cette guerre en Iran a débuté, entre tensions internationales, population sous pression et paralysie de routes maritimes. La région traverse une crise dont les conséquences pourraient redessiner l'équilibre politique et économique du Moyen-Orient. Les détails, Maria Chouyer. La circulation du week-end semblait normale dans la capitale iranienne ce matin, malgré un mois de bombardements injustifiés des forces américano-sionistes sur Téhéran. Un mois déjà que cette guerre sans précédent bouleverse la région. Des villes dévastées, des populations sous tension et des routes maritimes stratégiques paralysées.
Cette guerre doit se poursuivre jusqu'à ce que, comme on dit, l'agresseur soit puni, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il y ait la garantie qu'il n'attaquera plus. Si Dieu le veut, nous atteindrons un point où il n'osera plus recommencer. Il faut une garantie réelle, car si un cessez-le-feu est déclaré maintenant, il pourrait de nouveau cibler des responsables et lancer une autre attaque demain, ce qui serait absurde. Il faut une garantie internationale et des réparations. Si une punition est appliquée, une garantie internationale est donnée, la guerre prendra fin. Le détroit d'Ormuz, artère vitale du commerce mondial, est désormais verrouillé. Pétroliers et cargos attendent dans l'incertitude alors que la tension monte à chaque heure qui passe. Téhéran, bombardé, rejette les propositions américaines qu'elle juge injustes. Au bord d'une route, une banderole orne un mémorial dédié à une école de la ville méridionale de Minab, affirmant que l'Amérique a assassiné 165 élèves lors d'une frappe le premier jour du conflit. Les efforts diplomatiques peinent à freiner l'escalade. Le monde observe avec inquiétude les développements d'un conflit qui pourrait redessiner l'équilibre du Moyen-Orient. Le détroit d'Ormuz verrouillé, la capitale Téhéran bombardée. Un mois s'est déjà écoulé depuis le début de cette guerre sans précédent. Pendant ce temps, le Moyen-Orient reste sous haute tension. Le risque d'embrasement est omniprésent. Et sachez par ailleurs que l'Iran a mené une attaque directe contre les territoires palestiniens occupés, ciblant plusieurs localités de Beit Shemesh situées à l'ouest d'Al-Quds occupé. Cette opération présentée comme une riposte à des frappes précédentes a déclenché des alertes maximales à travers toute l'entité sioniste. Les forces sionistes annoncent avoir intercepté des projectiles grâce à son système de défense aérienne, bien que les dégâts signalés démentent le narratif sioniste. Les services de secours sionistes ont indiqué que 7 personnes ont été blessées lors d'une attaque de missiles iranienne sur une ville du centre des territoires palestiniens occupés. Les images tournées sur place montrent d'innombrables dégâts, des maisons complètement éventrées, des voitures calcinées et des quartiers vidés de leurs occupants par crainte d'autres ripostes iraniennes. Le corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré dans un communiqué que son armée de l'air, en coordination avec la marine, avait mené une nouvelle série de frappes de missiles et de drones, détruisant des systèmes de défense antimissiles ennemis, annonçant avoir utilisé des missiles à propergol solides et liquides, ainsi que des drones pour frapper à la base militaire américaine située dans le gouvernorat d'Al-Kharj. En Arabie Saoudite, plusieurs gros avions de ravitaillement et de soutien ennemis ont été détruits ou gravement endommagés lors de cette attaque. Et les Houthis ont confirmé ce samedi avoir lancé des missiles sur les territoires palestiniens occupés. Il s'agit de leur première attaque de ce type depuis le début de la guerre contre l'Iran, tandis que le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré que les États-Unis s'attendaient à conclure les opérations militaires dans les semaines à venir. Les Houthis ont déclaré que leur opération se poursuivrait jusqu'à ce que l'agression sur tous les fronts prenne fin. Les forces armées yéménites, avec l'aide de Dieu et en s'en remettant à lui, ont mené leur première opération militaire. Cette opération a consisté en un tir de missiles balistiques visant des objectifs militaires sensibles de l'ennemi israélien dans le sud de la Palestine occupée. Cette opération a coïncidé avec les opérations héroïques menées par nos frères moudjahidines en Iran et par le Hezbollah au Liban. L'opération a atteint ses objectifs avec succès grâce à Dieu. Nos opérations, avec l'aide de Dieu, se poursuivront jusqu'à ce que les objectifs déclarés soient atteints, comme indiqué dans la précédente déclaration des forces armées yéménites, et jusqu'à ce que l'agression contre tous les fronts de résistance cesse. Des centaines de Libanais ont pleuré leur martyr à Sarsarieh, dans le sud du Liban, ce samedi après qu'une maison ait été touchée lors d'une frappe sioniste la veille. Selon le ministère libanais de la Santé, 6 civils libanais sont tombés en martyrs, dont 3 enfants et 17 autres ont été blessés. À noter également que plus de 1000 personnes sont tombées en martyrs et plus d'1 million, soit plus d'un cinquième de la population, ont été déplacés.
Ils ont détruit une maison où se trouvaient des enfants. 12 enfants jouaient au football dehors, dans la cour de récréation. Ils étaient âgés de 3 à 12 ans. Mon fils a 10 ans et le fils de ma sœur 9 ans. Ils sont morts en martyrs. Mon frère avait beaucoup de travail à faire sur son ordinateur à ce moment-là. Il travaillait tranquillement chez lui. Il n'a rien fait. Il est ingénieur et conseiller municipal. Soudain, ils ont pris pour cible ce bâtiment. Et soudain, mon fils, le fils de ma sœur et mon frère avaient disparu. À noter également que 2 journalistes libanais qui étaient à bord d'un véhicule ont été assassinés lors d'une frappe aérienne sioniste dans le sud du Liban. La chaîne de télévision Al-Manar a annoncé que son correspondant Ali Chouaib a été tué, tandis que la chaîne Al-Mayadin, basée à Beyrouth, a indiqué que sa reporter Fatima Ftouni était tombée en martyre lors du même raid aérien dans le district sud de Jezine. Le 3e passager assassiné serait un vidéaste accompagnant l'équipe. Voilà la réalité d'Israël, la réalité d'un Israël impuissant qui prend pour cible les civils et les journalistes. Nous n'avions rien d'autre qu'une caméra, un gilet pare-balles et un microphone, rien d'autre que ce que nous avons mentionné, ainsi que ce gilet de presse. Comment la presse internationale peut-elle être témoin des massacres perpétrés par Israël contre la voix des médias? Que faut-il de plus? Ces gilets de presse ne protègent personne. Sur un autre front, l'entité sioniste poursuit ses bombardements sur Raza. Le bilan des victimes s'est lourdement aggravé ce samedi, atteignant les 72 268 décès et 171 995 blessés depuis le 7 octobre 2023. Au cours des dernières 48 heures, les services hospitaliers ont enregistré un nouveau décès et pris en charge 19 blessés supplémentaires. À noter que depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre dernier, le bilan s'est alourdi à 692 martyrs. Deux frères palestiniens sont également tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés ce samedi à la suite de tirs des forces d'occupation sionistes dans la ville de Raza. Selon les sources médicales citées par l'agence de presse Wafa, les victimes ont été identifiées comme étant Fahmi et Saad Omar Qaddoum. Le drame s'est produit dans le quartier d'Sham'a, situé dans la vieille ville, lorsque des véhicules militaires ont ouvert le feu en direction d'habitations civiles. Une importante procession funéraire s'est déroulée ce samedi dans le camp de réfugiés de Daïché, en Cisjordanie occupée, suite au martyr d'Adam Dahman, âgé de 15 ans. Selon les informations rapportées par l'agence de presse officielle palestinienne Wafa, l'adolescent a succombé à des blessures par balle après son transfert en urgence vers l'hôpital de Beit Jala vendredi soir. Le drame s'inscrit dans un bilan lourd communiqué par le ministère palestinien de la Santé, faisant état de 3 victimes palestiniennes assassinées par les forces sionistes lors de raids distincts dans les secteurs sud et centre de la Cisjordanie occupée. Je n'y crois pas, j'attends toujours le retour d'Adam, mon bien-aimé Adam. Tu m'as dit que tu reviendrais. Ne me dites pas qu'Adam est mort. Il m'a appelé et m'a dit qu'il voulait venir me chercher. J'étais chez ma mère, je n'y suis restée que 30 minutes. Il m'a dit, je vais aller chez Sarah et je reviens ensuite. Attends-moi, j'arrive. En Algérie, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, affirme l'ambition de l'Algérie à devenir un pôle d'excellence pour la souveraineté numérique africaine, s'appuyant sur des projets concrets comme la dorsale transsaharienne à fibre optique. Le pays met ses infrastructures et ses compétences au service d'une Afrique interconnectée. L'objectif est d'unifier les stratégies technologiques du continent pour réduire sa dépendance extérieure. Dans une allocution adressée aux participants du Global Africa Tech 2026 organisé au Centre international des conférences Abdelatif Rahal, lu par le Premier ministre Sifi Gharieb, le président de la République a indiqué que l'Algérie, de par sa position économique et géostratégique influente en Afrique, est prête et en mesure de jouer un rôle d'acteur et de pôle d'excellence dans le renforcement de la souveraineté numérique africaine. الجزائر بحكم مكانتها الاقتصادية والجيوستراتيجية
De par sa position économique et géostratégique influente au cœur de l'Afrique, l'Algérie est prête et désignée pour jouer un rôle actif et devenir un pôle de premier plan dans le renforcement de la souveraineté numérique africaine, tout en réaffirmant sa pleine volonté de mettre à profit ses capacités en matière d'infrastructure et de communication et ses compétences humaines pour atteindre cet objectif ambitieux. Elle traduit ses intentions en actions concrètes à travers des initiatives exemplaires qui se concrétise actuellement sur le terrain, notamment le projet de liaison transsaharien à fibre optique. De même, la volonté de mon pays de servir cette cause africaine unifiée se manifeste à travers l'accueil de cet événement dont les objectifs s'inscrivent en parfaite harmonie avec les initiatives de l'Union africaine, de l'Union internationale des télécommunications et aux principaux programmes continentaux, NEPAD, Afrique intelligente, etc. Nous espérons que cet événement constituera un espace interactif de consultation ainsi qu'une plateforme d'échange de visions et d'idées et de partage d'expériences et de bonnes pratiques dans le but de définir une stratégie technologique commune qui nous permettra d'atteindre notre objectif commun, une Afrique interconnectée, forte et autonome dans le domaine de la numérisation. Le développement des infrastructures de communication est un enjeu stratégique vital pour l'Afrique, conditionnant sa croissance économique et son intégration sociale. Pour rester compétitif, le continent doit impérativement maîtriser ses propres réseaux terrestres, maritimes et spatiaux afin de garantir sa souveraineté numérique. Le développement du secteur des communications en tant que moteur de la croissance dans ses multiples dimensions économiques, sociales et culturelles, ainsi que d'autres aspects de la vie moderne, représente aujourd'hui un défi décisif, voire un enjeu stratégique de la plus haute importance pour l'Afrique et bien au-delà de tout cela, un véritable droit au développement pour nos peuples dans un contexte mondial où la concurrence technologique fait rage et où les inventions se succèdent d'un rythme effréné. Notre continent doit, pour assurer sa place dans cette course numérique effrénée, renforcer ses capacités dans les domaines des infrastructures de réseaux de communication et de l'interconnexion. Les infrastructures de connexion et de communication terrestres, spatiales et maritimes sont désormais au cœur des politiques publiques visant à construire une Afrique économiquement et humainement intégrée, capable de résilience et de compétitivité et maîtrisant ses propres réseaux. إلى بناء إفريقيا مندمجة اقتصاديا وبشريا قادرة على الصمود والتنافس وتتمتع بالتحكم في شبكاتها. Culture, avant de clore cette édition, à l'occasion de la Journée internationale du théâtre, le Théâtre national algérien Mahidine Bachtarzi propose un programme riche mêlant spectacle, exposition et hommage aux figures artistiques. Retour sur cet événement avec Fela Elahi. À l'occasion de la Journée internationale du théâtre, le théâtre algérien Mahidine Bachtarzi a vibré au rythme d'une célébration dédiée à cet art vivant. Sur scène, comme en extérieur, les performances s'enchaînent, offrant au public un aperçu de la richesse et de la diversité du théâtre. Aujourd'hui, on va célébrer le 64e année de la création de la Journée mondiale du théâtre, parce que ça a été créé en 1962. Chaque année, le 27 mars de chaque année, on célèbre cette journée internationale de théâtre. Bien sûr, on va voir bientôt une pièce de théâtre, on va rendre un hommage à un des grands comédiens du théâtre, du cinéma, de la télévision et de la radio, qui est Qadri Ahmed Meddi Qriqash. Un temps particulier a été consacré aux hommages rendus à des artistes pour leur parcours et leur contribution à la scène théâtrale algérienne. Je n'attendais pas ça. Ça m'a vraiment fait très plaisir d'être honoré. À la prochaine pour d'autres distinctions, Inch'Allah. Le théâtre algérien évolue et avance. La relève aujourd'hui doit écouter et s'inspirer des grands du théâtre algérien. Moi, j'ai eu la chance d'apprendre auprès de 5 professionnels et c'est pour cela que j'ai réussi. C'est tout un parcours, une expérience riche et formatrice. Aujourd'hui, on m'honore, c'est un acte humain, un acte de reconnaissance noble
en ces termes et en souhaitant à tous ces hommes de culture, ces hommes de théâtre, ceux qui écrivent, ceux qui font de la mise en scène, ceux qui jouent sur scène, ceux qui font de la scénographie, tous ces gens-là puissent avoir aussi la même perception que moi. C'est un grand plaisir, surtout qu'ils font et رايحين يردوا hommage واحد من الفنانين الكبار. Ça fait plaisir qu'ils pensent à refaire le printemps théâtre. Le théâtre, ça représente beaucoup pour moi parce que j'ai passé 35 ans من حياتي هنايا. Donc c'est comme chez moi. Une célébration qui confirme que le théâtre reste un espace vivant d'expression et de rencontre et que le théâtre algérien continue de faire vivre une mémoire et d'écrire son avenir 100 ans après les premières pièces jouées à Alger. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée.